Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Si je vous dis fermez les yeux, imaginez quelqu'un, chez lui ou chez elle, qui travaille une langue étrangère. Qui pratique, qui se forme à une langue à la maison, en autonomie. Vous pouvez imaginer cette personne à son bureau, sur un livre de grammaire, sur son canapé, avec le téléphone devant les yeux, une application de langue ouverte, mais je parierais fort que vous êtes beaucoup à l'avoir vue sur ce canapé, mais devant un vaste choix de séries Netflix regardées en version originale. Les séries et les films, c'est des supports auxquels on pense assez rapidement, assez naturellement, quand il s'agit d'apprendre une langue à la maison, de pratiquer cette langue dans son volet compréhension orale. C'est aussi un superbe outil pour les enseignants, dans l'enseignement classique, école, collège, lycée, université même, comme dans les cours privés, et aujourd'hui on est accompagné de quelqu'un dont c'est la spécialité d'utiliser le cinéma pour enseigner le français aux étrangers. Dans cet épisode, que tu sois enseignante, enseignant, tutrice ou tuteur privé ou une autodidacte en recherche d'optimisation de ses séances télé à la maison, tu découvriras comment notre invité du jour fait de cet outil un véritable levier d'apprentissage et d'acquisition des langues. Le cinéma, c'est d'ailleurs la formation initiale de notre invité du jour, Marion Trotté, qui est à la tête de Clap Français. Elle est diplômée d'un master en technique du cinéma et aujourd'hui professeure de français langue étrangère. Avec elle, on va s'intéresser à toutes les façons dont on peut profiter pleinement de ce support pour éviter l'illusion d'apprentissage et au contraire progresser pour de bon parce que c'est un outil puissant qui peut véhiculer du savoir linguistique mais aussi culturel, voire historique, nous enseigner la compréhension, la prononciation et les registres de langue, entre autres. Voilà un riche programme que je te laisse découvrir sans plus tarder. Bonne écoute. Bonjour Marion, je suis ravie de t'avoir avec moi pour un sujet qui m'est tellement demandé. J'aimerais commencer par une petite présentation de qui je suis par rapport au cinéma et aux séries. Eh bien, en fait, je regarde très peu la télé et très peu les séries. Et donc, c'est pas un outil que personnellement j'ai utilisé. Mais quand je faisais des accompagnements de français langue étrangère, combien de fois on m'a demandé « Et Coralie, quelle série et quel film je peux voir par rapport à mon niveau ?» Donc, je suis tellement contente de pouvoir enfin arriver avec des réponses à ces questions parce que c'est un outil qu'on peut utiliser tellement facilement pour apprendre les langues. Mais avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais savoir qui tu es d'abord, Marion. En tant qu'apprenante, ton histoire avec les langues, comment tu les as rencontrées et combien tu en parles aujourd'hui? Eh bien, allons-y. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aussi. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette question parce que en fait, moi je suis née donc en France. J'ai grandi à la campagne, vraiment. Et dans ma famille, on ne parle que le français. Je me suis rendu compte que j'ai été confrontée aux langues à l'école. Et c'est assez marrant parce que je trouve que le système éducatif français, j'ai souvent tendance à le critiquer un petit peu pour l'enseignement des langues. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment là que j'avais été confrontée à cette expérience de devoir parler une langue et notamment par les voyages scolaires. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, les langues, c'est important pour communiquer, ça peut être aussi quelque chose de très pratique, en fait. Donc c'est là que ça a commencé, c'est là que j'ai pris goût pour les voyages. Et ensuite, en voyageant, j'ai assez rapidement développé le goût pour la communication, les langues. Moi, j'ai vécu en Slovénie, où j'ai enseigné les techniques du cinéma. Et donc, toute ma communication était en anglais, la communication professionnelle. Et puis, sur place, j'ai commencé à apprendre le slovène. Donc, j'ai commencé, j'ai un niveau débutant en slovène. Et ensuite, après ça, en Slovénie, j'ai rencontré mon compagnon qui est portugais et j'ai déménagé au Portugal, donc je parle le portugais couramment. J'ai eu un enfant au Portugal, ça a été vraiment assez complet comme apprentissage de la langue. Et j'avais appris un peu l'espagnol à l'école, le latin aussi, qui m'a quand même beaucoup aidé dans l'apprentissage du portugais, je pense, et l'espagnol
aussi, c'est sûr. Voilà, donc je parle 3 langues. Le slovène, l'espagnol, je peux les comprendre. J'ai commencé à m'intéresser au russe. Donc je pense qu'on change un petit peu l'apprenant qu'on est au fur et à mesure des étapes de la vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, les langues que j'ai apprises, c'était vraiment sur le terrain par nécessité de communication. Ouais. Et quand tu étais en Slovénie, donc tu enseignais des techniques de cinéma, et aujourd'hui tu es arrivée aux langues, et comment tu as pu faire cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé? Assez naturellement. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que moi j'ai un bagage scientifique. J'ai un bac scientifique, option mathématiques. J'ai fait des études pour l'acoustique, toute la partie un peu physique du son. Et ensuite, je suis partie vers le cinéma, l'image. Et donc, les langues, c'était vraiment pas du tout une idée pour moi. C'était pas quelque chose que j'envisageais un jour d'enseigner les langues. Et puis, en habitant à l'étranger, c'est quelque chose qui vient quand même assez souvent quand on est dans un pays étranger. Les personnes vont souvent nous solliciter pour enseigner notre langue ou expliquer certaines choses, etc. Et notamment au Portugal, c'est vraiment là que j'ai pris goût à l'enseignement des langues parce que j'ai eu la possibilité de le faire avec beaucoup de liberté. J'avais pas un cadre strict d'enseignement avec un livre, avec un programme strict à suivre. J'ai été très libre tout de suite et je pense que c'est ça qui m'a fait prendre goût à ça. J'imagine tout à fait. Et cette liberté, tu t'en es saisie pour la ramener au cinéma. Ouais. C'est-à-dire que dans ton enseignement, tu as ramené cette touche personnelle. Est-ce que ça s'est fait ou comment ça s'est fait? Est-ce que c'était évident, ça s'est fait de suite ou alors petit à petit, tu as d'abord testé plein de choses et après tu as inséré le cinéma et tu t'es dit « Ah, ça marche, je vais continuer dans cette voie-là » Ouais, petit à petit, c'était vraiment petit à petit. Moi, ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne vraiment avec un diplôme d'enseignement. Avant, je l'ai fait et c'était plutôt sur des cours privés, sur place, donc c'était chouette, il y avait des papiers, tu pouvais toucher, tu pouvais faire des jeux, etc. Et puis quand je suis passée en ligne, tu le vois, je bouge beaucoup, je me suis trouvée un petit peu bloquée. Il me fallait quelque chose pour donner du mouvement, donner quelque chose dans mes cours, c'était important pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi, j'étais sur une plateforme d'enseignement des langues. Et donc, dans cette plateforme, dans ma présentation, j'avais mis que j'avais étudié le cinéma. Et je me suis rendu compte que tous les étudiants qui venaient à moi, c'était parce que « Ah, du coup, tu aimes le cinéma !» Et c'était quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Et pour moi, c'était logique. J'aime le cinéma comme j'aime la cuisine aussi. J'aime beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit « Ah, mais il y a quelque chose à faire avec ça, en fait, vraiment, qui pourrait rendre la chose super dynamique et super intéressante pour moi aussi, mais aussi pour les étudiants. Et donc petit à petit, déjà j'ai commencé à affronter un petit peu la technique de pouvoir montrer un film, ou un passage de film quand tu es dans un cours sur Zoom, comment le faire pour qu'il y ait un espace aussi de compréhension, vraiment la partie technique de développer un cours avec un extrait de film. Et est-ce que quand toi-même tu étais en train d'apprendre le portugais, tu étais à la recherche de films, etc., c'est un outil que tu utilises toi aussi quand tu apprends? Pas tout à fait, en fait. Et je pense que ça dépend des langues et ça dépend des ressources disponibles aussi dans les langues. Par exemple, pour le portugais, quand il y a une production cinématographique qui est vraiment beaucoup moins conséquente que les films français. Et comme j'habitais au Portugal, j'avoue que j'avais beaucoup de nostalgie du cinéma français. Donc je priorisais un peu les films français, mais j'utilisais plus la musique ou peut-être la radio, les informations, enfin la vie de tous les jours. Toute ma vie était en portugais, donc c'était beaucoup plus simple d'avoir ces petits inputs de langue. Ils étaient là tout le temps, quoi. Mais tu as raison de préciser effectivement qu'on n'a pas la même consommation de la musique, des films, des séries, si on est dans le pays ou si on n'est pas dans le pays. Et aussi en fonction de la production de ce pays, c'est vrai que le Portugal, les films sont importés sans être doublés. Voilà, c'est le doublage, c'est ça que je cherchais. Ouais. C'est vrai. C'est ce qui fait que aussi, je pense, mais c'est un autre débat, ils sont beaucoup plus ouverts aux autres langues, alors que nous, Français, on est assez facilement déstabilisés par des sous-titres, par exemple. Hein. On est très confortable avec notre grande industrie du doublage, donc tous les films à la télévision sont doublés, et ça, c'est... Mais c'est un sujet qu'on peut aborder, puisque c'est un grand débat, c'est quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'on fait des sous-titres? Est-ce qu'on les met ou pas? Est-ce qu'on la met dans notre langue cible ou dans notre langue maternelle?
maternelle et quel est ton avis? Et est-ce que tu as une pratique différente en fonction du niveau, en fonction des étudiants ou Ah oui, pas du tout? complètement. Je pense que l'utilisation des sous-titres, c'est quelque chose qu'il faut totalement personnaliser à l'étudiant, au niveau du film, on va dire au sujet du film aussi, parce qu'il y a des films qui ont des sujets beaucoup plus complexes que d'autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse tranchée de si tu as un niveau B2, alors enlève les sous-titres tout le temps, ou mets les sous-titres que en français, ou mets les sous-titres que dans ta langue si tu as un niveau A2. J'ai vraiment pas de réponse précise, ça dépend du film, ça dépend des étudiants, et ça dépend aussi de l'état dans lequel on est quand on va commencer à regarder ce film. Parce que je crois que les films, c'est quelque chose qu'on regarde souvent le soir, quand on a envie de se détendre un peu. Peut-être on a passé une journée super fatigante, peut-être on n'est pas dans un état vraiment de se mettre... ce challenge en plus de devoir comprendre, ou cette frustration possible de ne pas tout comprendre. Peut-être qu'on n'a pas du tout envie de ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi s'écouter et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Bien sûr, il faut se pousser un petit peu aussi. On ne peut pas rester tout le temps dans sa zone de confort. Parfois, c'est bien aussi de ne pas tout comprendre, etc. Mais il faut être prêt à ça, que ça ne devienne pas une expérience frustrante. Moi, je suis beaucoup plus dans le fait de regarder des vidéos YouTube, mais je sais que ça peut être aussi un superbe support parce qu'on aura envie de suivre l'aventure de telle ou telle personne et donc ça pourra nous aider à maintenir une pratique d'écoute importante dans notre langue cible et c'est toujours important pour progresser. Pour qu'on comprenne bien, je veux que les personnes qui enseignent à la fin de cet épisode, je veux qu'ils puissent repartir en se disant « Ok, je peux prendre cette idée et la mettre dans ma classe » et que quelqu'un qui apprend par lui-même peut se dire « Ah ok, c'est ça les bonnes pratiques à avoir avec les séries. » Donc est-ce que tu peux nous présenter tes accompagnements? Est-ce que c'est du one-on-one, c'est-à-dire du face-à-face individuel? Est-ce que c'est du groupe? Est-ce que c'est des extraits de films? Est-ce que la personne regarde tout le film à la maison avant? Comment ça se passe? Alors ça dépend, encore une fois, de l'apprenant que j'ai avec moi. Je fais uniquement des cours privés en ligne. Dans mes cours privés, ça va dépendre vraiment de l'élève et du niveau. Une structure de cours que je vais suivre avec un extrait de film. Donc je vais choisir l'extrait adapté à ce qu'on est en train d'apprendre. Si c'est sur la santé, si c'est sur... voilà, on va adapter à l'apprenant. Si j'ai quelqu'un qui a un niveau B2, je vais apporter des sujets qui vont amener des conversations ou qui vont amener des questions ou un type de vocabulaire nouveau. On prend cet extrait, un extrait court parce que plus que 3 minutes, c'est déjà trop long. Donc vraiment, moins de 3 minutes, c'est le bon format. Un extrait avec uniquement 2 personnes. En général, je privilégie les dialogues où il y a 2 personnages dans la scène. Sinon, c'est beaucoup trop de choses. Et en général, aussi un extrait qui va intervenir au début du film pour éviter d'avoir des situations où on va devoir réexpliquer le contexte, etc. Et aussi un extrait qui est visuellement, où il y a des indices visuels selon le niveau de l'apprenant, mais par exemple pour des apprenants qui ont un niveau débutant, où il y a des indices visuels du langage corporel qui est facile à décrypter, qui vont nous donner d'autres indices sur le contenu de la scène. On regarde une première fois la scène et ensuite je demande qu'est-ce que tu as compris. Et souvent on commence par des questions très basiques. On est où? Qui sont les personnages? Combien il y a de personnages? Est-ce qu'ils ont l'air fâchés? Est-ce qu'ils ont l'air contents? On est sur quel type de saison? Par exemple, si on voit qu'il y a des vêtements qui sont très marqués, ça peut aider à aussi refaire tout ce vocabulaire des vêtements, des saisons, l'heure de la journée. Donc ça déjà peut amener beaucoup de choses. Et en général, ensuite, j'apporte la transcription de l'extrait que j'ai écrite moi-même parce que les sous-titres en général sont un petit peu différents de ce que disent les personnages et aussi parce que j'adore ajouter les tous ces petits mots ou aussi peut-être parfois quand il y a des liaisons qu'on va faire à l'oral et qu'on fait pas vraiment à l'écrit pour les écrire, enlever les nœuds dans la négation par exemple. Quand je vais faire ma transcription, je vais noter exactement ce que disent les personnages. Et ensuite, j'enlève quelques mots-clés sur lesquels je veux ensuite discuter avec mes apprenants ou je sais qu'ils vont être un petit peu plus difficiles à trouver. Et là, on fait de la compréhension orale, donc on réécoute l'extrait et ils doivent retrouver les mots
ou au moins la sonorité du mot, si c'est un mot qu'ils connaissent pas. Ça leur permet de s'entraîner petit à petit à bien écouter et à repérer les mots que s'ils regardent une série tout seuls, ils ont du mal à comprendre. Voilà, ça c'est notre base de cours. Et ensuite, après ça, en général, on discute un petit peu du nouveau vocabulaire. Et à la fin du cours, ils ont une expression à faire, ou pour la prochaine fois, sur le sujet. Ça peut être continuer le dialogue, ça peut être regarder une autre vidéo et donner votre opinion. Donc du sur-mesure et hyper complet, puisqu'à la fois je travaille l'écoute et ensuite je l'associe à quelque chose de visuel, donc j'apprends par le contexte et je fais une association très claire entre le mot que j'apprends et ce que ça représente dans la réalité. Exactement. Et avec ton exercice de mise en pratique, je m'assure de l'avoir compris et de le retenir par la pratique. Donc très chouette, et ça peut effectivement inspirer pour des niveaux collège ou lycée, de pas juste regarder un film en entier et en discuter après, mais de prendre une petite séquence et d'aller creuser le vocabulaire. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je préfère et c'est ce qui est aussi beaucoup plus facile pour les apprenants. Ça demande moins de travail de préparation. Mais oui. Et justement, en parlant de travail à la maison, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, je veux essayer d'être un peu plus intentionnel avec la manière dont j'utilise mes séries et mes films pour apprendre. » Quels seraient tes meilleurs conseils, sachant qu'on peut très vite tomber dans le « Ok, je regarde des séries, c'est une excuse pour regarder la série, et puis finalement, on a laissé les sous-titres en français ou dans sa langue maternelle, et puis on a plus été chercher cette petite sortie de zone de confort qui fait qu'on progresse. » Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, la première chose, c'est de s'en rendre compte, déjà. Les séries, elles sont bien faites, donc c'est très addictif, hein. On a envie de voir la suite, parfois un peu plus vite même que le déroulement normal de la série. Une fois qu'on s'en est rendu compte, il faut vraiment mettre en place un apprentissage actif, conscient, savoir qu'on a envie d'apprendre cette langue et être au clair aussi avec ses objectifs. Pourquoi je regarde cette série? Se remettre vraiment en face de son objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux faire, moi, dans la langue? Pourquoi je regarde cette série aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de progresser dans la compréhension orale? Si c'est le cas, alors peut-être que je vais regarder un morceau un peu plus court de cette série et enlever les sous-titres, le regarder 1 ou 2 fois, et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail, de prendre des notes, de faire une écoute active que toi tu appellerais peut-être passive de l'épisode de podcast que j'ai écouté qui était très intéressant d'ailleurs. Donc avoir vraiment pratiqué cette écoute, essayer de noter les mots qu'on entend sur peut-être les 2 premières minutes de votre épisode et ensuite en récompense vous pouvez regarder la fin de l'épisode. Donc être clair sur qu'est-ce que vous voulez faire avec cet épisode de série. Est-ce que vous avez envie de voir comment les Français ou les personnes de votre âge qui habitent en France interagissent avec leurs amis? Est-ce que c'est ça qui est intéressant pour vous, de voir le vocabulaire qu'on peut utiliser avec ses amis? Alors peut-être qu'à un moment, on peut faire une pause sur une scène qu'on trouve intéressante, sur un personnage qui a une manière de parler ou de s'exprimer qui me plaît, auquel j'aimerais bien ressembler. Peut-être qu'on peut essayer de décrypter un peu plus ce personnage aussi dans les prochains épisodes. Quels sont les mots qu'il utilise de manière récurrente, ou les formules, la manière dont il parle, etc. Si vous êtes à un niveau débutant et que vous avez juste envie d'avoir un peu la musique de la langue, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est parfois de faire une petite pause pour répéter ce que vient de dire un personnage, par exemple. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, mais ça vous fait déjà prendre conscience de la musicalité, de la manière dont on parle, etc. Le conseil du fait de trouver quelqu'un, d'avoir une, je sais pas, comme un exercice d'identification. Moi, dans cette culture à qui j'aimerais bien ressembler, je trouve que c'est un très chouette exercice puisque ça s'applique parfaitement à l'apprentissage aussi culturel. Et comment tu l'abordes ça dans tes accompagnements, cette dimension culturelle? Est-ce que tu fais un petit décryptage parfois de, je sais pas, voilà, un dimanche français avec le poulet du dimanche Ouais, par exemple, ouais, selon les extraits. Ou parfois aussi, il y a certains personnages qui vont... Les scénaristes, c'est un travail qui est vraiment passionnant parce que tu dois écrire les dialogues de ton personnage pour justement coller à parfois ces stéréotypes, mais c'est souvent... Enfin, je pense qu'en France, on a vraiment une production cinématographique de qualité avec des gens qui écrivent très très bien les dialogues. Et souvent, par exemple, on va s'arrêter sur un mot et je vais leur dire, écoute, moi, par exemple, je dirais jamais ce mot. Peut-être que mes parents, ils utiliseraient ce mot, ou peut-être que j'utiliserais pas ce type de vocabulaire. C'est quelque chose où on fait souvent des pauses et où j'explique, moi, où je me place par rapport à tel type de vocabulaire, ou telle forme de parler, ou telle manière de s'adresser à quelqu'un que je ne connais pas, ou que je connais. Donc
dans quel contexte, etc. Quels sont les autres aspects du cinéma que tu utilises et qu'on n'aurait pas évoqués? Souvent, j'aime aussi parler, parce que c'est un sujet que j'adore et qui est très vaste, c'est parler de tel acteur a travaillé avec tel acteur, lui c'est telle personne, essayer de redonner un peu aussi toute l'histoire des personnalités, de la culture populaire aussi. Par exemple, quand tu apprends une langue où tu n'as pas grandi dans le pays, on va se retrouver souvent confronté à des situations avec des personnes qui ont grandi et qui ont des choses en commun. C'est des choses très bêtes comme les dessins animés qu'on regardait quand on était petit, où tu te souviens de cette publicité, où tu te souviens de ce jeu qu'on jouait dans la cour de récréation. Et je trouve que les films, ils peuvent apporter aussi toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues, mais on peut les comprendre et on peut les pouvoir comprendre quand d'autres personnes en parlent. Tu parles même de presque ce qui relève de la mémoire collective et même toutes les références qu'on va utiliser comme des blagues et qui nous manquent quand on est étranger et qu'on arrive au pays. Ou qu'on regarde un film, même des fois, juste tu comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui est drôle ici. Alors dis-moi, comment tu fais pour choisir le film en fonction du niveau? Alors je me doute qu'en fonction des intérêts ou en fonction des thématiques, c'est facile, mais est-ce que tu as une technique particulière? Encore une fois, on a les professeurs qui nous écoutent et des autodidactes qui nous écoutent pour choisir ce qui convient à notre niveau. Alors souvent, pour les niveaux débutants, ma technique, c'est certains types d'acteurs, on va dire. Par exemple, j'adore utiliser Danny Boone pour les débutants, qui est un acteur qui est très expressif, qui va utiliser beaucoup les gestes, etc. Donc le comique, il est là, et une fois qu'on a pu partager ce moment de compréhension du jeu comique, on a déjà fait un grand pas sur la compréhension. Après, on a déjà l'attention de notre apprenant, on peut continuer. Et puis, il y a aussi Valérie Lemercier, chez les femmes, qui a aussi un peu ce côté très... un comique très... corporel. Après, bien sûr, je choisis aussi les thématiques en fonction des thématiques qu'on est en train d'aborder. Donc, pour les niveaux débutants, peut-être des choses... plutôt parfois un peu aussi destiné aux enfants. J'adore par exemple Le Petit Nicolas, des films quand même, La Famille Bélier, tous ces films un peu de comédie assez faciles à comprendre en fait. J'essaie de trouver les parties de films plus faciles au niveau du dialogue, ça demande quand même d'écouter. Mais je pense que beaucoup de professeurs savent reconnaître quand ils regardent un film. Je pense qu'il y a énormément de profs qui disent « Oh, mais ça c'est génial, je pourrais l'utiliser dans mes cours toutes les 2 minutes quand on regarde un film. » Et est-ce que les apprenants que tu accompagnes, tu les guides un petit peu au niveau de la technique? Là, je vais parler de l'aspect un peu plus geek, c'est-à-dire est-ce que j'ai un VPN? Comment je fais pour retrouver le film si je dois le voir en entier? Est-ce que tu as, je sais pas, des applications qui génèrent des flashcards avec les sous-titres du film? Des petits outils qui peuvent aider ceux qui sont à l'étranger? Bien sûr, au maximum, quand je sens qu'on en a besoin. Tu sais, j'ai l'impression souvent de répéter un peu toujours les mêmes choses quand c'est un sujet duquel tu parles tous les jours. J'ai l'impression que des fois, je me dis, j'en ai déjà parlé 3 fois, donc il doit le savoir. Et au bout d'un moment, je me rends compte, par exemple, que l'apprenant que j'ai en face de moi ne sait pas que tu peux mettre les sous-titres dans les 2 langues sur Netflix, qui pour moi, maintenant, est quelque chose de très... très basique, normal. Donc oui, il y a beaucoup d'outils que je leur propose. Bien sûr, on parle des VPN si c'est nécessaire. Je leur conseille aussi toujours des films liés à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ah tiens, tu devrais regarder ça ou ça pourrait t'intéresser. Après, c'est assez délicat parce que dans chaque pays, on a des restrictions au niveau des droits d'auteur. Tous les VPN ne fonctionnent pas de la même façon. On fait un peu de partage d'expérience. On a aussi une petite communauté en ligne, donc je les encourage à partager quand ils ont découvert quelque chose de nouveau pour utiliser les mots. Et on a, oui, des flashcards. Ça, c'est par exemple pour les ciné-clubs, je leur mets toujours le vocabulaire sur Quizlet. La partie technique, j'essaye de les aider. Et quand on fait les cours, on a, nous, notre plateforme par élève sur Notion. Et chaque cours, je leur mets du vocabulaire. Et on a régulièrement un petit check-up vocabulaire pour vérifier un mois plus tard si le mot qu'on trouvait intéressant est toujours là dans la mémoire. Donc oui, je les abandonne pas. Non, mais c'est même un traitement aux petits oignons. Les personnes qui apprennent le français et qui nous écoutent, elles ont un bon niveau, on va dire déjà un bon B1. Si tu devais leur conseiller un seul film sous-coté pour travailler leur français, ce serait quoi? C'était trop dur cette question. J'ai pas vraiment réussi à y répondre, mais j'ai trouvé une série, parce que je crois que tu m'avais mis un film. Ou une série, ouais. Donc il y a une série que j'adore en ce moment et sur laquelle je suis en train de faire pas mal de vidéos sur YouTube et que je trouve en même temps drôle et en même temps très riche pour les niveaux B1 et plus même. C'est la série HPI.
avec Audrey Fleurot. J'aime beaucoup cette série parce que c'est des personnages un peu caricaturales, mais avec chacun son type de bagage culturel. Donc Audrey Fleurot, elle joue une jeune femme qui a un haut potentiel intellectuel, très naturelle, qui utilise beaucoup de vocabulaire familier, qui adore tout ce qui est culture populaire. Elle passe des heures devant la télé, etc. Et elle va se retrouver à travailler avec des policiers qui sont au contraire très stricts, enfin tout l'inverse de son personnage. Donc on a aussi des choses très drôles au niveau des dialogues parce qu'on va avoir deux types de lexique en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant et les dialogues sont vraiment bien écrits. HPI, oui, et puis top de pouvoir travailler aussi sur quelque chose qui en tant qu'apprenant est difficile à jauger, c'est le registre de langue, jusqu'à quel point je peux être familier, dans quel contexte, etc. Et à quoi je ressemble si j'utilise ce mot aussi, c'est ça qui est très chouette. Regarde comment il réagit lui quand elle utilise ce type de vocabulaire. Est-ce que c'est ça le type de personne que tu as envie d'être et tu l'assumes? Mais je crois que c'est un exercice qu'on fait pas assez, et si vous retenez qu'une seule chose de cet épisode, je trouve que c'est l'idée de vraiment prendre conscience qu'un être humain ne va pas utiliser toutes les expressions qui existent dans une langue donnée, mais un petit champ qui correspond à son niveau social et culturel, et que si on identifie bien quel genre de personne je veux être avec cette langue-là, eh ben ça réduit tout ce qu'on doit apprendre, et c'est beaucoup plus on est plus cohérent dans notre manière de travailler, et puis même le jeu d'identification, il peut être intéressant. Est-ce que tu utilises la technique du shadowing pour travailler la prononciation? Oui, ouais, bien sûr. J'ai même des étudiants qui font que une heure de shadowing par semaine avec moi. C'est l'unique type de cours qu'on a ensemble. À ce stade, je crois que je te dois une définition de ce que c'est que le shadowing. C'est une technique d'apprentissage des langues. Alors, c'est pas une technique que tu utilises en solo, c'est-à-dire qu'on peut pas apprendre une langue avec uniquement le shadowing, mais c'est quelque chose qui vient compléter ou s'inscrire dans un apprentissage des langues pour travailler précisément la prononciation, la fluidité verbale et la compréhension orale de cette langue étrangère. Comment ça marche? Première chose que tu dois faire, c'est écouter attentivement cette langue en écoutant un locuteur natif via soit un enregistrement audio ou vidéo. La chose à faire, c'est d'écouter un petit passage, de mettre pause et de répéter le plus rapidement possible ce que tu viens d'entendre en collant le plus à l'accent, au rythme, à la prononciation et à l'intonation de ce locuteur natif. Tu vas essayer de répéter les paroles le plus fidèlement possible. Et ça te permet vraiment d'améliorer l'écoute et la compréhension de cette langue et toutes les transformations que l'on effectue entre la langue écrite et la langue orale en fonction des différents accents. C'est pour ça que c'est très important d'effectuer un choix judicieux sur de quel locuteur je m'inspire pour travailler en shadowing. Mais tout ça, on va le détailler avec Marion. Un des étudiants avec qui je fais ça depuis le plus longtemps, c'est lui qui choisit ses extraits. Parce que le shadowing, on pense que c'est beaucoup pour travailler la prononciation, et c'est vrai, mais ça aide aussi énormément à travailler la compréhension orale, je trouve. La manière dont on va raccourcir les mots, dont on va faire les liaisons à l'oral, toutes ces petites choses dont on ne se rend pas compte quand c'est notre langue maternelle, c'est incroyable. Quand je fais des séances avec lui, des fois je tombe des nues, je regarde le mot, je me dis mais c'est vrai qu'on prononce ça comme ça. Par exemple, voilà, ça va devenir un ou des choses très assez surprenantes. Est-ce que tu donnes aussi des choses à faire à la maison à tes élèves? Pour le shadowing ou pour tous les cours? Pour tous les cours. Oui, ça peut arriver, ça dépend des élèves, ça dépend... Pourquoi je te pose la question? C'était pour savoir si tu avais des recommandations, comme je vous conseille, je sais pas moi, 20 minutes, des séries avec des épisodes de 25 minutes et d'en regarder 2 par semaine par exemple. Je sais pas si tu avais des recommandations de ce que tu jugeais intéressant pour maintenir une progression dans le temps. L'important c'est d'avoir un contact régulier avec la langue, c'est-à-dire qu'une heure de cours par semaine, de mon point de vue, c'est pas productif, c'est pas efficace, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut un petit peu tous les jours être en contact avec cette langue pour pouvoir s'habituer à la mélodie, etc. Donc oui, regarder un épisode de série tous les jours, c'est super. Peut-être regarder une vidéo sur YouTube sur un thème qui vous plaît, prendre des notes, regarder des interviews d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs si le film vous a plu. Il y a vraiment beaucoup d'activités qu'on peut faire par soi-même. Écrire le résumé d'un film, écrire une critique de film. Et il y a des plateformes de critiques qui sont très intéressantes. Moi, j'ai des élèves qui utilisent par exemple Sens Critique, qui est une plateforme qui a beaucoup de
beaucoup de critiques, ça permet de lire et ça permet aussi de poster ses critiques et d'avoir des commentaires. Donc c'est complètement social et encourageant. Et je crois qu'il y a des petits badges, etc. Ils ont un peu gamifié la plateforme. Il y a Letterboxd aussi qui permet de noter les films et de voir les films que les autres ont aimés. Ça, c'est un exercice génial, ça, la critique sur Sens Critique. C'est un truc très chouette à faire. Parce que j'aimerais aussi, puisqu'on sent ta passion pour cette thématique-là, vraiment on le sent. Et je pense que on est beaucoup de Français à plus peut-être regarder assez de séries en français, surtout parmi ceux qui nous écoutent, parce qu'on utilise les films pour regarder des films en anglais, des films coréens, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais de pas manquer en série et en film? Par exemple, si vous êtes en France et si vous êtes français, mais hier je suis allée au cinéma voir Le Règne animal et j'ai trouvé ce film assez extraordinaire pour un film français. C'est un film un peu de science-fiction et je pense qu'il a une réflexion sur l'écologie, sur l'humanité, sur beaucoup de sujets très profonds. Peut-être la série Tapi, je sais pas si tu en as entendu parler. Ah non, ça y est, je sais, la série qu'il faut absolument que vous voyez, pardon. Ça y est, je sais. La série à absolument ne pas manquer, même si vous apprenez pas le français, c'est OVNI. OVNI, c'est une série qui est produite par Canal+, avec Melville Poupeau. C'est en fait dans les années, je pense dans les années 70 à peu près. Ça se passe à Toulouse, dans un département d'études des ovnis. Enfin bref, dans la base spatiale de Toulouse, où ils essayent de faire décoller la première fusée. Et à côté, il y a le GEPAN, qui est un laboratoire d'études des phénomènes ovnis, des phénomènes extraterrestres. C'est très beau, c'est très pop. Il y a beaucoup de références culturelles aussi à ces années-là. Et la musique est super. En bref, tout est bien. Mais écoute, tu l'as très très bien vendu. Ça me donne même moi envie de regarder OVNI. Une autre question, l'avantage du cinéma ou du film, peut-être plus du film à la maison ou de la série à la maison, c'est qu'on peut le faire à plusieurs, que ça peut être une activité collective. Dans le cadre de l'apprentissage des langues, comment est-ce que tu conseilles d'insérer ça dans une activité familiale plutôt que, voilà, que ce soit pas non plus que des moments en solo, quoi, l'apprentissage? Ouais, c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé. Ayant moi-même une famille bilingue, multilingue, on a tous vécu ça quand on regarde un film qui est dans notre langue cible. Quand on éteint le film, dans notre tête, ça parle cette langue. On est d'accord, non? On a envie tout de suite de parler avec cette musique-là. Donc c'est vraiment le moment de commencer une conversation sur le film. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel était ton passage préféré? Est-ce que tu es capable de répéter ce qu'il vient de dire aussi? Des petits challenges de shadowing, ça peut être chouette. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui apprennent la même langue, qui sont en train d'apprendre une langue et vous êtes des partenaires de langue, même à distance. Et maintenant, il y a des choses super qui s'appellent les Netflix Party ou les Disney Watch, je crois. Enfin bref, on peut regarder le film en même temps, même à distance. Donc on peut aussi en discuter en direct, dans la langue cible. C'est le moment ou jamais d'utiliser ou de réutiliser le mot. Ah, tu as vu, j'ai réussi à réutiliser l'expression qu'il a utilisée dans le film au bon moment. Parce que ce soit avec un ciné-club ou en famille, quand on fait de nos moments d'apprentissage, des moments collectifs qui s'insèrent dans la vie quotidienne, ça devient plus facile. Puis après tout, les langues, c'est fait pour communiquer et partager. Il y a de quoi faire, clairement. Et pour ceux qui veulent être accompagnés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui ont envie d'avoir ce planning aux petits oignons que tu peux faire pour eux, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? J'ai mon site internet qui s'appelle clapfrançais.com. Dessus, vous trouverez donc les possibilités d'accompagnement et j'ai aussi des formations en ligne. J'ai par exemple une formation qui s'appelle La Méthode dans laquelle je propose un parcours de 5 jours pour utiliser les films dans votre apprentissage. J'ai aussi des professeurs qui ont rejoint ce programme, donc c'est aussi intéressant parce que j'y donne toutes mes techniques, la manière dont j'utilise. Il y a un workbook à côté qu'on doit suivre pendant 5 jours pour vraiment mettre en place cet apprentissage et ensuite pouvoir le refaire à l'infini. Et dans cette méthode, j'ai une liste de plus de 365 films français classés par catégorie et genre, etc. pour pas passer des heures à chercher un film si on a envie d'apprendre quelque chose de spécifique. Et aussi une liste avec plus de 50 activités d'expression écrite, orale, etc. à faire avec des films et des séries. Donc ça,
Ça, c'est la méthode qui a un cours complètement à faire en autonomie de votre côté. Et je suis aussi sur YouTube et Instagram où je fais des petites leçons avec des films et j'essaye de partager autant que possible avec le temps que j'ai cette passion pour le cinéma et pour la culture cinématographique française et francophone. Vous retrouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Si maintenant je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet épisode ? Faites-vous plaisir. Vraiment, faites les choses avec plaisir, avec passion. Les langues, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit... L'apprentissage en général qui doit être vu comme un jeu, comme quelque chose... c'est une chance de pouvoir apprendre des choses nouvelles tous les jours. Super beau mot de la fin, merci beaucoup. Et si cette conversation devait continuer avec une autre personne francophone qui a aussi un savoir à partager sur les langues, avec qui tu nous conseillerais de continuer ? Alors j'ai pensé à, parce que j'ai vu que tu avais déjà eu beaucoup d'invités, j'ai pensé aussi à Alex de French in Plain Sight. Je pense que tu l'as pas encore interviewé. J'aime beaucoup Alex, j'aime beaucoup le travail qu'il fait sur YouTube et c'est quelqu'un qui a appris le français aussi, qui a développé ses propres techniques d'apprentissage. C'est un fan de grammaire. C'est assez sympa à voir parce que souvent les apprenants disent « Ah non, la grammaire, c'est terrible ». Et c'est quelqu'un qui arrive vraiment à bien expliquer la grammaire d'une manière simplifiée et un vrai polyglotte. C'est vrai qu'on rencontre rarement des fans de grammaire, donc ça pourrait être très très chouette. Super, merci Marion. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.